Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va très bien, je suis super contente parce que j'ai passé du coup ma matinée d'hier et ma matinée d'aujourd'hui à faire du gros tri dans mes vêtements. Comme promis, j'ai enfin rangé le portique que vous voyez derrière. J'ai jeté au moins 4 sacs de vêtements. Donc franchement je me sens soulagée, en plus j'ai gagné vachement de place pour mon fauteuil et tout ça. Je peux vraiment reculer comme ça, là, avant je pouvais pas. Je suis tellement contente. Pour bien étendre mes jambes, voilà, quand je fais du montage et tout ça. C'est beaucoup plus confortable pour moi. Et puis 4 sacs quand même, hein. Je pensais pas en avoir jeté autant. Et ça c'est grâce à ce livre, ça m'a motivée de fou. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à lire le chapitre 3 de La magie du rangement de Marie Kondo. Voilà. Ah, la porte s'est ouverte. Je pense que c'est un petit chat. Je vais aller la refermer et on continue la lecture. Allez. Effectivement, c'était un petit chat. Allez, on continue. Entreposer ses livres. Franchement, je vais jamais réussir avec cette porte-là. Quand tu rentres ou tu sors là? Faut faire un choix là. Reprenons. Entreposez ces livres. Mettez tous vos livres à même le sol. Une fois que vous avez fini d'organiser et de ranger vos vêtements, le moment est venu de passer aux livres. Je vais en avoir tout un tas, moi. Les livres font partie des objets que les gens ont du mal à jeter. Oh oui. Nombre de personnes avouent, qu'elles soient avides de lecture ou non, ne pas arriver à s'en séparer. Mais le problème réside en fait dans la manière de procéder. L'un de mes clients, une femme d'une trentaine d'années qui travaillait pour un cabinet de conseil étranger, adorait les livres. Non seulement elle avait lu tout ce qui était sorti sur son domaine d'activité, mais également un large éventail de romans et ouvrages illustrés. Sa chambre était naturellement remplie de livres, pour une partie entreposés sur 3 grandes étagères, montant jusqu'au plafond. Mais la pièce comprenait également 20 piles instables d'1 mètre de haut posées à même le sol. Je commence à avoir de la buée sur les lunettes, il fait chaud. Allez. Lorsque j'ai circulé dans la chambre, j'ai dû me contorsionner et zigzaguer pour éviter de les faire tomber. Je lui ai dit, comme à tous mes clients, commencez par mettre par terre tous les livres qui sont sur vos étagères. Elle a écarquillé les yeux. Tous? Mais il y en a énormément. Oui, je sais, tous, s'il vous plaît. Mais... Elle a hésité un instant, comme si elle cherchait ses mots. Ça ne serait pas plus facile de faire une sélection pendant qu'ils sont encore sur les étagères et que l'on voit les titres? Les livres sont généralement disposés dans une bibliothèque avec les titres bien visibles. Il semble donc plus logique de trier et jeter ceux dont vous souhaitez vous débarrasser quand vous pouvez facilement les identifier. En outre, les livres sont lourds. Les ôter des étagères pour les replacer ensuite peut vous paraître un effort inutile. Mais ce n'est pas une raison pour sauter cette étape. Sortez tous les livres de votre bibliothèque. Vous ne pouvez savoir si un livre vous tient vraiment à cœur si vous le laissez en place. À l'instar des vêtements et des autres effets personnels, les livres restés longtemps sur une étagère sans avoir été ouverts dorment. Ou je devrais plutôt dire qu'ils sont invisibles. Ils ont beau être bien apparents, vous ne les voyez pas, comme une sauterelle sur une pelouse qui se confond avec son environnement. Si en regardant ces objets sur vos étagères ou dans vos tiroirs, vous vous demandez est-ce qu'ils sont source de plaisir à mes yeux, cette question n'aura pas beaucoup de sens pour vous.
Pour vraiment savoir si vous souhaitez garder ou vous débarrasser d'objets, vous devez les faire sortir de leur hibernation. Même les livres empilés à même le sol seront plus faciles à évaluer si vous les déplacez ou refaites les piles. Comme lorsque vous secouez légèrement quelqu'un pour le réveiller, nous pouvons stimuler nos affaires en les déplaçant, en les sortant au grand air et en leur donnant une conscience. Lorsque j'aide mes clients à ranger leur maison ou leur bureau, je me tiens devant le tas de livres empilés par terre et je tape dans mes mains ou je caresse légèrement les couvertures. Certes, mes clients me regardent dans un premier temps l'air interloqué, mais ils constatent ensuite avec surprise qu'ils parviennent rapidement à faire leur choix. Ils voient alors précisément les titres dont ils ont et n'ont pas besoin. Il est bien plus difficile d'opérer une sélection lorsque les livres sont encore sur leur étagère, car ils devront par la suite répéter le processus. Si les livres sont bien trop nombreux pour tenir tous par terre, je demande à mes clients de les classer en 4 grandes catégories. Généralité, les livres que vous lisez pour vous détendre. Pratique, livres de référence, livres de cuisine, etc. Visuel, collection de photographies, etc. Magazine. Une fois vos livres empilés, prenez-les un par un dans vos mains et décidez si vous souhaitez les garder ou les jeter. Bien entendu, le critère de choix est le frisson de plaisir ressenti en les touchant. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit de les toucher. Veillez à ne pas commencer à les lire, car la lecture obscurcit votre jugement. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ressentez, vous allez vous interroger sur leur utilité. Imaginez-vous avec une étagère remplie de livres que vous aimez vraiment. L'image n'est-elle pas envoûtante ? Pour un amoureux des livres, c'est le bonheur absolu, n'est-ce pas ? Les livres toujours pas lus. Un de ces jours signifie jamais. Les raisons les plus fréquemment invoquées pour ne pas se débarrasser d'un livre sont « je le lirai peut-être » ou « je pourrais avoir envie de le relire ». Prenez un moment pour compter les livres faisant partie de vos préférés, à savoir ceux que vous avez lus plus d'une fois. Combien sont-ils ? Pour certaines personnes, il n'y en a que 5, tandis que pour les lecteurs exceptionnels, on avoisine la centaine. Cependant, les personnes qui en relisent autant exercent des professions particulières, experts ou écrivains. Vous trouverez très rarement des gens tout à fait ordinaires comme moi qui lisent tant de livres. Regardons les choses en face. Vous relirez très peu de vos livres. Comme pour les vêtements, nous devons nous arrêter un instant pour réfléchir au rôle joué par les livres. Les livres sont essentiellement du papier, des feuilles de papier assemblées comprenant des lettres imprimées. Leur véritable fonction est d'être lus, de transmettre des informations à leurs lecteurs. Ce sont les données qu'ils contiennent qui ont un sens et non le simple fait de trôner sur vos étagères. Vous lisez pour l'expérience que la lecture procure. Le contenu des livres déjà lus est en vous, même si vous ne vous en souvenez pas. Par conséquent, au moment de décider quels ouvrages garder, ne vous demandez pas si vous les relirez ou si vous avez assimilé leur contenu. Prenez-les simplement dans vos mains et demandez-vous s'ils vous émeuvent ou non. Ne gardez que les livres dont la simple vue sur vos étagères vous rendra heureux, ceux que vous aimez vraiment. Cela vaut également pour le présent ouvrage. Si vous ne ressentez aucune joie quand vous le tenez, je préférerais que vous vous en débarrassiez. Et concernant ces livres dont vous n'avez pas terminé la lecture, ou ceux que vous avez achetés, mais pas encore commencé, que faire de ces ouvrages que vous avez l'intention de lire un de ces jours ? Internet a facilité l'achat de livres. Mais le revers de la médaille, me semble-t-il,
est la prolifération dans les foyers de ces livres toujours pas lus. Il n'est pas rare que les gens achètent un livre, puis s'en procurent un deuxième peu de temps après, alors qu'ils n'ont pas encore lu le premier. C'est ainsi que s'accumulent les livres non lus. Le problème des livres que nous avons l'intention de lire un de ces jours, c'est qu'il est bien plus difficile de s'en débarrasser. Un jour, je donnais un cours au président d'une entreprise sur la façon de faire le ménage dans son bureau. Ses étagères étaient remplies d'ouvrages au titre ardu, courant chez les gens de son statut, tels que des classiques écrits par exemple par Drucker et Carnegie, ainsi que des titres à succès très récents. J'avais l'impression de me trouver dans une librairie. En voyant sa collection, un sentiment d'angoisse m'a prise. Comme je m'en doutais, lorsqu'il a commencé à les trier, il a empilé les livres à garder en me disant qu'il ne les avait pas encore lus. Quand il a eu fini, cette pile comportait 50 ouvrages et il n'en avait pas sacrifié un seul. Quand je lui ai demandé pourquoi il les gardait, il m'a fourni la réponse classique figurant sur ma liste des réponses les plus fréquentes, parce que je vais peut-être les lire un de ces jours. Par expérience, j'ai le regret de vous dire tout de suite que ce un de ces jours ne viendra jamais. Si vous loupez l'occasion de lire un livre en particulier, même si on vous l'a recommandé, ou si vous aviez l'intention de le lire depuis des lustres, le moment est venu de vous en séparer. Vous souhaitiez peut-être le lire lorsque vous l'avez acheté, mais si vous ne l'avez toujours pas lu, c'est que vous n'en aviez pas besoin. Il est inutile de terminer la lecture de livres à moitié lus. Leur destin était d'être lus à moitié. Débarrassez-vous donc de ceux que vous n'avez toujours pas lus. Il faut vraiment mieux lire ce livre qui vous attire actuellement que celui que vous avez laissé prendre la poussière pendant des années. Les personnes disposant d'une grande collection de livres sont presque toujours des lecteurs assidus. Voilà pourquoi il n'est pas rare que je découvre des ouvrages de référence et des guides dans les bibliothèques de mes clients. Les manuels et guides d'acquisition de qualifications portent souvent sur des sujets incroyablement divers, allant de la philosophie à la peinture, en passant par l'informatique, l'aromathérapie et la comptabilité. Je suis parfois effarée par les apprentissages auxquels s'intéressent mes clients. Nombre d'entre eux conservent également leur manuel d'étudiant et leur cahier d'écriture, remontant à l'époque où ils étaient écoliers. Par conséquent, si, comme bon nombre de mes clients, vous possédez des livres appartenant à cette catégorie, je vous prie instamment d'arrêter d'affirmer que vous vous en servirez un jour et de vous en débarrasser aujourd'hui même. Pourquoi ? Parce qu'il est très peu probable que vous les relisiez. Parmi toute ma clientèle, moins de 15% se servent encore de ce genre d'ouvrage. Quand ils m'expliquent pourquoi ils y tiennent, leurs réponses tournent toutes autour de ce qu'ils ont l'intention d'en faire un de ces jours. J'aimerais me pencher dessus un de ces jours. Je les lirai quand j'aurai un peu plus de temps. Je pensais que ça me serait utile pour bien maîtriser le français. Je souhaitais étudier la comptabilité parce que je suis dans le management. Si vous n'êtes pas encore passé de l'intention à l'action, jetez ce livre. Ce n'est qu'en vous débarrassant de cet ouvrage que vous saurez à quel point ce sujet vous passionne. Si votre sentiment reste inchangé après l'avoir jeté, c'est que tout va bien. S'il vous manque terriblement au point de vouloir en acheter un autre exemplaire, rendez-vous dans une librairie. Et cette fois-ci, lisez-le. Les livres à garder. Ceux qui méritent leur place dans votre panthéon. Ma collection comprend désormais en permanence 30 livres, mais par le passé, j'avais beaucoup de mal à me séparer de livres parce que je les adorais. La première fois que j'ai fait du tri dans ma bibliothèque en me fondant sur la joie qu'il me procurait,
Il me restait au final 100 livres. Si ce chiffre n'a rien d'excessif par rapport à la moyenne, j'avais le sentiment de pouvoir encore réduire la voilure. Un jour, j'ai décidé de me pencher de plus près sur les livres que je possédais. J'ai commencé par ceux que je considérais comme absolument impossibles à jeter. En première position sur ma liste figurait Alice au pays des merveilles, que j'avais lu à de multiples reprises depuis l'école primaire. Des livres tels que celui-ci, qui figure à mon panthéon personnel, sont faciles à identifier. Je suis ensuite passée aux livres qui me mettaient en joie, mais ne méritaient pas leur place au panthéon. Le contenu de cette catégorie change naturellement au fil du temps, mais ces livres sont ceux que je tiens absolument à garder actuellement. À l'époque figurait en bonne place un ouvrage intitulé « L'art de jeter » qui m'a ouvert les yeux sur le rangement, même si je ne l'ai plus aujourd'hui. Les livres procurant ce degré de joie sont à garder. Les plus difficiles à traiter sont ceux apportant une joie modérée, qui contiennent des mots et des expressions qui vous touchent et que vous pourriez avoir envie de relire. Il est très difficile de s'en séparer. Si je ne prenais aucun plaisir à m'en débarrasser, je ne pouvais occulter le fait qu'ils me procuraient une joie modérée. J'ai commencé à chercher un moyen de leur dire adieu sans regret, et je suis finalement tombée sur ce que j'appelle la méthode de réduction du volume. M'étant rendu compte que je souhaitais à tout prix conserver, non pas le livre, mais certaines informations ou des termes bien précis qu'il renfermait, j'ai réalisé que pour conserver le strict nécessaire, je devais être capable de jeter le reste. J'ai eu l'idée de copier les phrases qui m'inspiraient le plus dans un cahier. Je pensais qu'avec le temps, ce cahier deviendrait ma collection d'adages préférés. J'aurais peut-être plaisir à les relire plus tard, et ils symboliseraient l'évolution de mes centres d'intérêt. J'ai sorti avec enthousiasme un cahier que j'aimais, puis j'ai démarré mon projet. J'ai commencé par souligner les passages à reproduire, puis j'ai écrit le titre de l'ouvrage dans mon cahier, avant d'entamer la transcription. Mais j'ai très vite pris conscience que ce processus demandait bien trop de travail. La transcription prenait du temps, et pour être en mesure de me relire des années plus tard, mon écriture devait être soignée. Copier 10 citations d'un seul livre me prendrait au bas mot une demi-heure. La perspective de devoir procéder ainsi pour 40 livres me donnait le vertige. Mon plan B était d'utiliser un photocopieur, puis de découper les passages retenus avant de les coller dans mon cahier. Je pensais que cette méthode serait bien plus rapide et simple, mais quand je l'ai mise en pratique, j'ai constaté que cela représentait encore plus de travail. J'ai finalement décidé d'arracher la page du livre. Coller des pages dans un carnet étant également pénible, j'ai simplifié le processus en les glissant dans un dossier. Cela ne me prenait que 5 minutes par livre et j'ai réussi à me débarrasser de 40 livres tout en conservant les passages qui me plaisaient. Le résultat m'a ravie. 2 ans après avoir lancé cette méthode de réduction de volume, j'ai soudain eu un éclair de lucidité. Je n'avais jamais ouvert le dossier créé. Tous ces efforts n'avaient simplement servi qu'à soulager ma conscience. Dernièrement, j'ai remarqué que le fait de posséder moins de livres amplifie l'impact des informations lues. J'identifie bien plus facilement les informations nécessaires. Nombre de mes clients, surtout ceux qui ont jeté un grand nombre de livres et de papiers, m'en ont également fait la remarque. En matière de livres, le timing est fondamental. Lorsque vous tombez sur un livre, c'est le moment de le lire. Pour éviter de louper ce moment, je vous conseille de veiller à ce que votre collection demeure d'une taille modeste. Ensuite, triez les papiers. La règle d'or, tout jeter. Une fois que vous avez fini de ranger vos livres, le moment est venu de passer au papier. Par exemple, le porte-lettres déborde d'enveloppes, les prospectus jonchent tout votre plan de travail, l'invitation à la réunion parents-professeurs est restée à côté du téléphone,
Les journaux des derniers jours sont empilés sur votre table de salon. Au sein d'un logement, il existe de nombreux endroits où les papiers ont tendance à former des monticles. On considère généralement que le volume de papier est bien inférieur à la maison qu'au bureau, mais c'est faux. La quantité minimale de papier que mes clients jettent généralement tient dans 2 sacs poubelles de 45 litres, le record étant de 15 sacs poubelles. J'entends souvent dire que la déchiqueteuse de mes clients a un problème de bourrage. Il est extrêmement difficile de traiter un tel volume de papier, mais il m'arrive de rencontrer des clients étonnants dont la faculté de classement est à couper le souffle. Quand je leur demande « Comment faites-vous pour gérer vos papiers ?», ils se lancent dans des explications très approfondies. Les papiers qui concernent les enfants vont dans ce dossier. Celui-ci contient toutes mes recettes. Les coupures de presse vont là et les notices des appareils électroménagers sont conservées dans cette boîte. Ils ont trié leurs papiers à l'aide d'un système si sophistiqué que mon esprit décroche parfois en plein milieu de leur démonstration. Je l'avoue, je déteste classer les papiers. Je n'utilise jamais de dossier ou d'étiquette. Ce système fonctionne peut-être très bien dans un contexte professionnel, où les employés se servent des mêmes documents, mais à la maison, il n'est absolument pas nécessaire de recourir à une méthode de classement détaillée à ce point. Pour trier mes papiers, mon principe de base est de les jeter tous. Mes clients sont abasourdis lorsque je dis ça, mais il n'y a rien de plus ennuyeux que la paperasse. Après tout, les papiers ne seront jamais une source de plaisir, même si vous en prenez grand soin. C'est pour cela que je vous conseille de jeter tous les éléments qui n'entrent pas dans l'une des 3 catégories suivantes. En cours d'utilisation, à utilité limitée dans le temps et à garder indéfiniment. Au fait, le terme papier n'englobe pas tout ce qui a une valeur sentimentale, comme les vieilles lettres d'amour ou les journaux intimes. Si vous essayez de trier ces 2 types de documents, vous risquez de ralentir très sérieusement votre rythme de rangement. Limitez-vous au tri de papier qui ne vous touche absolument pas et chargez-vous de cette tâche en une seule fois. Gardez les lettres d'amis et d'amour pour le moment où vous vous occuperez des choses sentimentales. Une fois traités ces papiers qui ne vous mettent pas en joie, que faire de ceux que vous avez décidé de garder ? Ma méthode de classement est extrêmement simple. Je les répartis dans l'une des 2 catégories suivantes. Les papiers à conserver et les papiers à traiter. Bien que j'ai pour principe de jeter tous les papiers, ces 2 catégories sont les seules dans lesquelles je fais entrer les papiers dont il n'est pas possible de se séparer, les courriers nécessitant une réponse, les formulaires à remplir puis à renvoyer, un journal que j'ai l'intention de lire. Repérez les papiers de ce type dont vous allez devoir vous occuper. Veillez à les réunir en un seul endroit. Ne les laissez jamais envahir d'autres parties de la maison. Je vous recommande d'employer un dispositif de rangement vertical dans lequel les papiers peuvent être stockés debout et de lui réserver un endroit bien précis. Tous les papiers demandant votre attention doivent y trouver leur place, sans exception. Concernant les papiers à conserver indéfiniment, je les répartis en fonction de leur fréquence d'utilisation. Là encore, mon mode de classement est très simple. D'un côté se trouvent les papiers consultés peu fréquemment et de l'autre ceux dont je me sers plus souvent. Parmi les premiers figurent les contrats d'assurance, le bail ou le certificat de propriété de la maison. Il faut malheureusement les garder systématiquement, malgré le peu de joie qu'ils vous procurent. Dans la mesure où vous ne devrez presque jamais sortir les papiers de cette catégorie, nul besoin de chercher très longtemps un mode de conservation. Je vous conseille de les mettre tous dans une seule chemise, sans créer de sous-catégorie. L'autre catégorie dans laquelle entrent les papiers que vous consultez plus souvent comprend par exemple les brochures de séminaires et les coupures de presse. Ils sont sans grande importance, mais vous devez pouvoir y accéder et les lire facilement. Voilà pourquoi je recommande de les insérer dans des chemises de classement transparentes. Cette catégorie est la plus délicate à traiter. Bien qu'il s'agisse de papiers qui ne sont pas vraiment indispensables, ils ont tendance à se multiplier. Pour organiser vos papiers, il est crucial de diminuer le volume de cette catégorie.
Il n'existe que 3 catégories de papiers à traiter, à conserver, documents contractuels et à conserver, et autres. Il est essentiel de grouper tous les papiers d'une catégorie dans la même chemise et de résister à la tentation de les subdiviser en sous-catégories. Autrement dit, 3 chemises suffisent. N'oubliez pas que la chemise à traiter devrait être vide. Si elle contient des papiers, cela signifie que vous avez laissé des choses en suspens dans votre vie. Bien que je ne sois jamais parvenu à vider totalement ma boîte à traiter, c'est l'objectif vers lequel nous devrions tous tendre. Tout sur les papiers. Comment ranger les papiers qui posent problème? Mon principe élémentaire est de jeter tous les papiers, mais il en reste toujours certains dont il est délicat de se débarrasser. Voyons comment s'en occuper. Les supports de cours. Ceux qui aiment étudier assistent très probablement à des séminaires ou des cours sur divers sujets, tels que l'aromathérapie, la logique ou le marketing. Au Japon, il existe une tendance récente consistant à suivre des séminaires très tôt le matin. Les contenus et plages horaires se diversifient, offrant donc un choix très large. Pour les participants, les documents produits avec zèle par le formateur s'apparentent à un titre d'honneur et sont donc difficiles à mettre à la poubelle. Mais quand je me rends dans la maison de ces apprenants passionnés, je constate que ces supports de cours usurpent une grande partie de leur espace, générant une certaine oppression. L'une de mes clientes, une femme d'une trentaine d'années, travaillait pour une agence de publicité. Lorsque je suis entrée dans sa chambre, j'ai eu l'impression de me trouver dans un bureau. J'avais sous les yeux des rangées entières de dossiers aux titres soigneusement mis en évidence. Ce sont tous les documents tirés des séminaires auxquels j'ai assisté, m'a-t-elle dit. Elle reconnaissait être une fanatique de séminaires et avait donc archivé les supports de chacun d'eux. Les gens soutiennent souvent qu'ils se pencheront de nouveau un de ces jours sur ces documents, mais ne le font pour ainsi dire jamais. En outre, la majorité d'entre eux disposent généralement de documents tirés de plusieurs séminaires portant sur le même sujet. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas retenu ce qu'ils ont appris. Ce n'est pas une critique. Je souhaite simplement vous montrer pourquoi il ne vaut pas la peine de conserver la documentation des séminaires auxquels vous avez assisté. Si vous ne mettez pas en pratique les principes acquis, ces cours ne servent à rien. Le cours prend toute sa valeur dès la première minute où nous le suivons, et il est essentiel d'en tirer pleinement parti en appliquant les notions acquises dès qu'il s'achève. Pourquoi les gens paient-ils de petites fortunes pour ces formations, alors qu'ils pourraient en découvrir le contenu dans un livre ou ailleurs? Parce qu'ils souhaitent ressentir la passion du formateur et évoluer dans cet environnement d'apprentissage. Par conséquent, le vrai support est le séminaire ou l'événement proprement dit, à vivre sur l'instant. Lorsque vous assistez à un cours, soyez déterminé à jeter tous les supports distribués. Si le fait de vous en séparer vous déchire le cœur, suivez de nouveau le séminaire en appliquant cette fois-ci ce que vous avez appris. Cela peut paraître paradoxal, mais je suis persuadée que nous ne mettons pas en pratique ce que nous apprenons précisément parce que nous nous accrochons à cette documentation. La plus grande collection de supports de séminaires sur laquelle je suis tombée jusqu'à présent comptait 190 dossiers. Inutile de dire que je les ai tous fait jeter. Les relevés de compte. Autre chose à jeter, tous vos relevés de compte qui servent à une seule chose pour la plupart des gens, contrôler les dépenses sur un mois donné. Par conséquent, une fois que vous avez vérifié l'exactitude du contenu de votre relevé et que vous avez reporté le chiffre correspondant sur le dossier personnel par poste du foyer, si vous en tenez un, séparez-vous du relevé, il a joué son rôle. Faites-moi confiance, vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Est-ce que vous voyez un autre moment où vous aurez vraiment besoin de votre relevé ? Vous imaginez peut-être devoir le produire devant un tribunal pour prouver le montant de vos dépenses. Cela n'arrivera pas et il est inutile de conserver précieusement ces relevés jusqu'à votre mort.
De tous mes clients, ceux qui ont eu le plus de difficultés à jeter les papiers étaient un couple d'avocats. Ils n'arrêtaient pas de me demander « Et si on doit présenter ce document en justice ?» Au début, ils progressaient très peu, mais ils ont fini par être capables de jeter presque tous leurs papiers sans problème. S'ils y sont arrivés, vous le pouvez également. Les garanties des appareils électroménagers. Qu'il s'agisse d'une télévision ou d'un appareil photonumérique, lorsque vous achetez un appareil électroménager, on vous fournit une garantie. Il s'agit de la catégorie de documents que l'on retrouve invariablement dans les foyers et que presque tout le monde garde précieusement. Mais la méthode de conservation de ces documents est presque toujours erronée. En général, les gens rangent leurs garanties dans des pochettes transparentes en plastique ou des dossiers à soufflet. Ces contenants présentent l'avantage de conserver les documents dans des compartiments séparés. Mais c'est aussi là que réside le piège, car il est alors possible d'oublier les documents qu'ils renferment. La plupart des gens conservent dans le même dossier non seulement la garantie, mais également le manuel d'utilisation. Commençons donc par jeter ces manuels. Jetez-y un œil. Les avez-vous déjà utilisés ? En général, seuls quelques manuels sont indispensables, comme celui de l'ordinateur ou de l'appareil photonumérique, et ils sont tellement épais qu'ils ne tiennent pas dans une chemise. En gros, vous pouvez donc sans souci vous débarrasser de tous les manuels stockés dans la chemise, où se trouvent les garanties. À ce jour, tous mes clients ont jeté la plupart de leurs manuels d'utilisation, dont ceux de leur PC et de leur appareil photo, et aucun n'a rencontré le moindre souci. En cas de problème, ils peuvent le résoudre eux-mêmes en manipulant la machine, en recherchant des solutions sur Internet ou en se rendant au magasin où ils l'ont acheté. Je vous l'assure, vous pouvez les jeter sans le moindre scrupule. Revenons aux garanties. Mon conseil est de les mettre toutes dans un même dossier bien identifié, sans créer de sous-catégories. On utilise les garanties une fois par an, et encore. Quel intérêt de les trier quand la probabilité de leur usage reste très faible ? En outre, si vous les mettez dans des chemises séparées, vous devrez de toute façon les passer en revue pour trouver la bonne, alors autant les placer toutes dans un même dossier, puis fouiller l'unique tas. Si votre système de tri est trop élaboré, avec des sous-catégories, vous passerez à côté de certaines garanties expirées, ce dont vous ne pouvez vous apercevoir que lorsque vous feuilletez le tas lors d'une recherche. Et souvent, vous n'avez même pas besoin d'acheter un dossier transparent pour conserver vos garanties, car il y en a toujours au moins un qui traîne dans la maison. Enfin, cette méthode prend 10 fois moins de place que les méthodes de conservation conventionnelles. Les cartes de vœux. Au Japon, la coutume veut que l'on s'envoie des cartes de vœux dont bon nombre renferment des numéros de loterie à l'occasion de la nouvelle année. Cela signifie que chaque carte a joué son rôle dès que le destinataire a terminé de la lire. Lorsque ce dernier a vérifié si les numéros figurant sur la carte sont gagnants, il peut la jeter en lui étant reconnaissant de lui avoir transmis les égards de l'expéditeur. Si vous conservez les cartes afin de disposer des adresses de vos correspondants pour l'année suivante, ne gardez que celles de l'année en cours et jetez celles qui ont 2 ans ou plus, sauf si elles vous réchauffent le cœur. Les carnets de chèques terminés. Les carnets de chèques terminés sont terminés. Vous ne les consulterez plus et même si vous le faites, cela ne va pas pour autant augmenter par magie le solde de votre compte en banque. Alors, poubelle. Les bulletins de salaire. Le bulletin de salaire est destiné à vous informer du montant que vous avez touché lors du mois qui vient de s'achever. Une fois que vous l'avez inspecté, il n'est plus utile. Komono, éléments divers 1. Gardez les choses parce que vous les aimez et non juste au cas où. Un jour, chez un client, j'ouvre un tiroir et je découvre une étrange petite boîte, n'attendant que d'être ouverte, comme un livre excitant qui promet de vous raconter une histoire fascinante.
Mais à mes yeux, cette boîte n'a rien d'excitant, car je sais précisément ce que je vais trouver à l'intérieur. De la petite monnaie, des épingles à cheveux, des gommes, des boutons de rechange, les pièces d'une montre, des piles, usagées ou non, des médicaments qui ne sont plus dans leur boîte, des porte-bonheur, des porte-clés, et la liste est encore longue. Je sais déjà ce que le client va me répondre si je lui demande pourquoi toutes ces choses sont dans cette boîte, juste au cas où. Dans une maison, de nombreux objets subissent le même sort. Ils sont rangés et s'accumulent juste au cas où, sans que nous y pensions très souvent. J'ai baptisé cette catégorie komono, terme japonais que le dictionnaire définit de diverses manières. Petits articles, éléments divers, accessoires, gadgets ou petits outils, pièces, personnes insignifiantes, menus frettins. Pas étonnant que les gens ne sachent pas quoi faire de choses entrant dans une catégorie si vague et fourre-tout. Le moment est pourtant venu de dire adieu à cette approche juste au cas où. Ces objets jouent un rôle important dans votre mode de vie et méritent donc d'avoir votre attention et d'être triés correctement. Contrairement aux vêtements et aux livres, cette catégorie renferme tout un éventail d'objets différents et la perspective de devoir les trier et les ranger peut être effrayante. Mais si vous les prenez dans le bon ordre, vous constaterez que cette tâche est en fait assez simple. Voici l'ordre élémentaire du tri du komono. CD-DVD, produits de soins pour la peau, maquillage, accessoires, objets de valeur, passeport, carte bancaire, etc. Appareils électroménagers, appareils photo numériques, cordons électriques, tout ce qui semble vaguement électrique. Équipements ménagers, papier à lettres et matériel d'écriture, aiguilles à tricoter, etc. Fournitures pour la maison, consommables comme les médicaments, les détergents, les mouchoirs en papier, etc. Ustensiles de cuisine, vivres, autres. Si vous avez de nombreux objets liés à un loisir en particulier, comme le matériel de ski, créez une sous-catégorie à part. Je vous conseille d'adopter cet ordre précis car il est plus facile de commencer par des objets personnels et clairement identifiés. Si vous vivez seul, vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'ordre à partir du moment où vous traitez une sous-catégorie à la fois. Trop de personnes vivent entourées de choses inutiles qu'elles gardent juste au cas où. Je vous conseille vivement de faire l'inventaire de votre komono et de garder seulement, je dis bien seulement, les objets qui vous apportent de la joie. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que déjà j'ai du mal à lire. J'ai le nez, je sais pas pourquoi, voilà, il est à moitié bouché. Ici ça me fait mal et puis il fait vachement chaud. Voilà, donc ça aide pas pour se concentrer. Donc voilà, ça fera du coup pour ce chapitre 3. Et ben, il y aura une troisième partie. Voilà. Et du coup, ça sera pour le week-end prochain, dimanche prochain. Voilà. C'est pas grave, du coup, ça fera plus de vidéos lecture. C'est top. Allez, j'espère que ça vous a plu, cette petite lecture. Je vous dis du coup dimanche prochain pour la suite du chapitre 3. Et quand on aura terminé le chapitre 3, je ferai un deuxième épisode de Combs. Voilà, le programme. Voilà, j'ai décidé d'épurer un peu ma chaîne, d'avoir des épisodes, voilà, comme ça, des épisodes lecture, des épisodes de Combs, refaire des épisodes d'histoire. Ça vous avait bien plu le premier épisode sur Anne de Bretagne. Faut que je trouve un personnage en particulier à faire, mais comme ça prend beaucoup de temps de faire le script et tout ça, et ben je sais pas si je ressortirai une vidéo d'Histoire, un épisode d'Histoire très prochainement, je sais pas, on verra. Je vais faire avec le temps et en attendant je vais vous faire des vidéos lecture, des trucs comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes et je vous retrouve
à dimanche pour la suite du chapitre 3 de La magie du rangement de Marie Kondo. C'est des Miss Curieuses, maman curieuse qui vous aime. Gros bisous.